bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur le théâtre de la crise anglophone, la version officielle du meurtre d'un bébé de 4 mois suscite davantage la controverse. La famille de la victime contredit les circonstances du décès de cet enfant tel que relaté par le porte-parole du gouvernement. Au regard des zones d'ombre autour de cette affaire, l'opposition exige une enquête indépendante et crédible. Comment en est-on arrivé là ce soir? Equinox vous donne des éléments de réponse concernant à la fois la version de la famille et celle du gouvernement. Vous suivrez également la réaction de l'opposition à la suite des circonstances officielles relatées par le porte-parole du gouvernement concernant le meurtre de ce bébé de 4 mois dans la région du Sud-Ouest. À quelques jours des préparatifs, quelques jours de l'examen officiel du baccalauréat de l'enseignement général, ils ont perdu le sommeil. Des candidats qui passent des nuits blanches pour réviser leurs cours. Cependant, ils s'exposent à la saturation de leur mémoire qui risque de les impacter durant les examens officiels. Ce soir, nous donnerons les clés à ces candidats afin de mieux préparer le baccalauréat d'enseignement général. C'est à suivre au cœur de ce journal. Et vous suivrez également la mobilisation de la famille artistique pour accompagner et rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Sarr, célèbre producteur artistique. Sa levée du corps s'est déroulée ce jour à Douala. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce dernier rapport de Human Rights Watch sur les circonstances de la destruction de plusieurs maisons d'habitation il y a quelques jours en plein cœur de Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone, alors que le gouverneur du Nord-Ouest a instruit une enquête administrative afin d'évaluer les dégâts matériels. Human Rights Watch affirme que plus de 70 maisons d'habitation ont été brûlées lors d'une action menée par les éléments de sécurité et de défense sur le théâtre de la crise anglophone. Elle évoque des témoignages des propriétaires de ces maisons apeurés, traumatisés par cette scène vécue il y a quelques jours. D'autres précisions avec Eric Martial Ndiomo. Human Rights Watch accable à nouveau les forces de défense camerounaises. Dans son récent rapport, l'organisation non gouvernementale internationale accuse l'armée camerounaise d'avoir brûlé le 15 mai dernier à Mouatsou, Mankone Bamenda, près de 70 maisons. De plus, ce rapport ajoute qu'un homme sorti de chez lui de force par les éléments de l'armée a été tabassé et abattu en pleine rue par ces derniers. Dans le même document, on peut lire que le ministre de la Défense a dit avoir ouvert une enquête, ce qui pour l'organisation non gouvernementale est une avancée notoire. Elle qui souhaite que les responsabilités soient établies et aussi que l'enquête ouverte connaisse une certaine célérité, soit indépendante et neutre. De plus, le gouvernement doit s'intéresser aux autres cas d'abus orchestrés par l'armée et y apporter des sanctions. Human Rights Watch dit s'être appuyé sur un certain nombre d'éléments pour produire ce rapport. Parmi eux, l'audition de 15 habitants de Mankone, dont 10 témoins des scènes d'incendie qui accusent l'armée de l'air et le bataillon d'intervention rapide d'être responsables des exactions sur les civils. Human Rights Watch dit aussi s'appuyer sur des images satellites. Par ailleurs, Human Rights Watch appelle les séparatistes, tout comme l'armée régulière, à mettre un terme aux violations des droits humains dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tout en appelant le gouvernement à plus d'ouverture, Human Rights Watch rappelle que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a demandé la permission pour enquêter sur les abus dans les régions anglophones, permission qui a été refusée. L'organisation internationale rappelle tout aussi le refus par le gouvernement camerounais d'accorder l'entrée à une chercheuse de Human Rights Watch le 12 avril dernier, quelques jours seulement après la publication d'un précédent rapport. Une question taraude l'esprit des Camerounais. Qui a tué ce bébé de 4 mois à Mouyouka dans le chaudron de la crise anglophone? Le gouvernement a identifié les responsables. Selon le ministre de la Communication, il s'agit des groupes armés terroristes qui sévissent dans cette partie du Cameroun. Selon le ministre de la Communication, le père de l'enfant qui a été assassiné était un ancien Ambaboy repenti. Faux, retorque
le père de l'enfant assassiné. Nous sommes allés à la rencontre de la famille à Muyuka, dans le chaudron de la crise anglophone, pour avoir le cœur net sur la version des faits de la famille qui a vu son enfant être tué dans des circonstances assez troubles. Le récit des faits avec Derrick Diatta et Jean-Paul Chouniat. Un peu plus de 24 heures après le meurtre horrible de la petite Martha Neba, 4 mois, Equinox Télévision est à Muyuka pour voir de près et comprendre ce qui s'est passé. Rendu au domicile familial où la fillette a été abattue, nous rencontrons le papa de la défunte. Founi Zefari Neba rejette les accusations du gouvernement, le présentant comme un séparatiste repenti qui aurait subi les représailles de ses anciens compagnons de guerre. Je n'ai rien à voir avec les Amba Boys. Je suis employé à la CDC et rien d'autre. Et à propos du meurtre à l'arme blanche de la fillette, selon le gouvernement dans sa communication, qui a tenu pour coupable les séparatistes réglant des comptes à leurs compagnons, Founi Zafari Neba dit le contraire. Au moment où aucune autopsie n'a été officiellement effectuée pour connaître les causes et les circonstances exactes de la mort de la petite Martha Neba et le type d'arme utilisée, le gouvernement et la famille se rejettent les responsabilités du meurtre du nourrisson de 4 mois enterré ici il y a quelques jours. D'ombre qui persiste encore autour de cette affaire. L'opposition exige une enquête indépendante et crédible pour voir plus clair dans les circonstances du meurtre horrible de ce bébé de 4 mois sur le théâtre de la crise anglophone, alors que le gouvernement dit avoir déjà identifié les auteurs. Les circonstances relatées par le porte-parole du gouvernement ne font qu'amplifier la polémique selon l'opposition. Elle interpelle le gouvernement à prendre la mesure de l'urgence de résoudre cette crise anglophone. Des réactions compilées dans ce reportage que signent Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. L'armée camerounaise n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'assassinat de la petite Martha, à peine 4 mois d'âge, atteinte par balle au crâne à Muyuka dans la région du sud-ouest. C'est la substance du communiqué de presse du ministre de la Communication. La mère du bébé, qui apparaît dans une vidéo tournée au lieu du drame, aurait pris fuite avec son époux et 2 autres enfants à l'arrivée des séparatistes assassins, relate le porte-parole du gouvernement. Ce fragment du communiqué de René Manuel Sadi intrigue la coordinatrice des femmes du Social Democratic Front. Aucune femme normalement constituée ne partira en laissant son bébé. Beaucoup de femmes, au contraire, meurent parce qu'elles ont voulu sauver leur bébé. Surtout un enfant de 4 mois. Donc, il est question ici, dans l'entourage, même dans le gouvernement, je crois que même les autres femmes ministres savent qu'il y a un problème dans ce communiqué. Je crois qu'une enquête rapide doit être ouverte. D'abord parce que les Camerounais ont le droit de comprendre et de savoir. Et en plus, encore plus sérieux, qui manipule qui? Au-delà de la controverse sur l'identité des auteurs de l'assassinat du nourrisson, les acteurs en présence et le gouvernement en premier ne semblent pas prendre conscience de la tenue inquiétante que la multiplication des meurtres dans le conflit armé permet de mesurer, analyse le secrétaire général du CPP. Quand on a un gouvernement qui s'efforce parfois de minimiser l'ampleur des crises, minimiser l'ampleur des drames que nous vivons, ça aboutit dans une bonne partie de l'opinion à relativiser ainsi les drames que nous vivons là-bas. La situation est très grave. Nous avons franchi depuis longtemps le Rubicon. Nous avons posé des actes qui vont prendre des décennies à démanteler dans nos cœurs et dans nos esprits les germes de la haine. Et il est urgent que nous nous réveillons parce qu'il ne faut pas que nous croyions que ces morts-là vont nous laisser la société sans des traces qui vont nous freiner pendant longtemps. Le dialogue annoncé par le gouvernement permet de scruter l'horizon d'une paix retrouvée dans les 2 régions, se projette ce militant du RDPC. Il faut bien donner, si vous voulez, à l'instance qui sera chargée de mettre en œuvre le dialogue, une certaine connotation pour que toutes les parties prenantes puissent s'y reconnaître. J'ajoute pour terminer que la sécession, à mon humble avis, ne peut pas être évoquée parce qu'en droit camerounais, c'est une infraction. Et voilà qui remet davantage la scène politique sur le qui-vive à propos de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pendant ce temps, sur le théâtre de la crise anglophone, l'armée camerounaise publie sur son compte officiel Facebook
des images où elle est impliquée dans des actions sociales, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où elle appelle les populations à participer à des consultations médicales avec des dons de nourriture et des examens médicaux pour les populations malades, action menée par l'armée camerounaise, communication sur son compte officiel Facebook ces jours où enfle une polémique autour de l'assassinat d'un bébé de 4 mois, où le gouvernement dément la responsabilité de l'armée camerounaise, alors que la famille soutient le contraire. Et cette situation critique dans les régions anglophones préoccupe au plus haut point le président français Emmanuel Macron. Il a fait savoir une fois de plus dans son message adressé au président de la République lors de la récente fête nationale de l'unité. Le président américain Donald Trump n'a pas manqué lui aussi d'évoquer la nécessité de renforcer l'état de droit au Cameroun. Par contre, les présidents russes et chinois se sont contentés de magnifier les coopérations bilatérales qu'entretiennent leurs pays avec le Cameroun. Comment comprendre le regard de ces puissances internationales sur la situation sociopolitique au Cameroun? Élément de réponse avec Ike Cyril. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'unité, Paul Biya a reçu des messages des partenaires du Cameroun qui diffèrent selon les centres d'intérêt. Si la France milite pour un règlement politique de la crise anglophone, les États-Unis d'Amérique, pour leur part, se montrent plus préoccupés par l'instauration d'un véritable état de droit au Cameroun. C'est l'occasion pour la France de marteler auprès du pouvoir en place les éléments qui lui tiennent à cœur, et qui semblent pour elle apparaître comme des paramètres incontournables pour sortir le pays du cycle de la violence dans lequel il est inscrit. Vous verrez, de l'autre côté, il y a aussi les États-Unis qui rappellent qu'ils se tiennent aux côtés du Cameroun pour l'accompagner dans la résolution, notamment en ce qui concerne la question des droits humains sur lesquels ils reprochent de temps en temps le Cameroun, et puis en ce qui concerne également le dialogue auquel ils appellent régulièrement le Cameroun. Je suis convaincu de la nécessité d'y apporter de manière urgente une réponse politique par le recours au dialogue, des mesures de détente et une accélération de la décentralisation. Peut-on lire dans le message d'Emmanuel Macron, alors que Donald Trump parle du renforcement du respect des droits de l'homme, de la démocratie inclusive et de l'état de droit. Le président américain attend également que l'engagement international du Cameroun pour des opérations de maintien de la paix, qui se traduit par exemple par l'envoi des troupes en République centrafricaine, se reproduise au plan national. La diplomatie américaine essaye d'envoyer un message au Cameroun en leur disant vous avez toujours fait preuve de leadership en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité au niveau régional. Regardez votre engagement en RCA. Pourquoi ne pas reproduire ce même engagement à l'intérieur du territoire national de manière à montrer effectivement à la communauté internationale votre attachement indéfectible aux valeurs de paix et de réconciliation que vous prônez à l'extérieur de vos frontières? Si la France et les États-Unis d'Amérique s'intéressent aux questions de sécurité, la Chine et la Russie exalte plutôt les relations d'amitié qui les lient au Cameroun. Le message de Vladimir Poutine et le message de Xi Jinping viennent juste après l'audience qui a été accordée, notamment par le ministre des Relations extérieures à l'ambassadeur de la Chine et puis à l'ambassadeur de la Russie, Anatoly Bashkin, dans lesquels ces deux ambassadeurs avaient réitéré leur soutien au Cameroun et avaient rappelé qu'ils s'opposeraient à toute initiative qui remettrait en cause la souveraineté du Cameroun. Eh bien, c'est un moyen à ce moment pour la Chine et la Russie de dire au Cameroun, nous sommes avec toi dans le cadre de cette tumulte internationale que tu peux rencontrer et nous nous tiendrons à tes côtés, nous te soutiendrons et nous constituerons éventuellement des remparts à la campagne de défiance internationale qui est lancée par le bloc occidental. Le rituel diplomatique a donc été respecté à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'unité au Cameroun. Chacun des partenaires du Cameroun y est allé de ses intérêts. Le gouvernement ressuscite un vieux projet d'une quinzaine d'années au plus fort de la crise anglophone. Il envisage la construction du port autonome de Limbe, la restructuration du chantier naval et la poursuite de la deuxième phase du port en eau profonde de Kribi, selon le ministre des Transports. Ces projets sont inscrits dans le schéma directeur portuaire national
Ernest Ngale Bibere, a exposé lors du conseil de cabinet ce jeudi à Yaoundé sur la stratégie d'amélioration de l'offre de services dans le secteur des transports. Durant ce conseil, le ministre des Travaux publics s'est expliqué sur les causes des coûts élevés des travaux routiers au Cameroun. Emmanuel Nganou Djoumessi a pointé du doigt les insuffisances observées dans la réalisation des études techniques, les contraintes inhérentes à la fiscalité et l'évolution des prix des principaux intrants tels que le ciment, le fer et le bitume. Après ces exposés, le chef du gouvernement a instruit le ministre des Travaux publics de lui soumettre des propositions concrètes en vue de la mise en place d'une unité de production du bitume. Au ministre des Transports, Joseph John Gouté, a demandé de veiller à la réalisation du plan de relance de Camerco et la construction du port de Limbé, entre autres. C'était lors du conseil de cabinet qui s'est tenu ce jeudi à Yaoundé. Nous sommes à quelques jours des examens officiels, notamment le baccalauréat de l'enseignement général, et des candidats ont perdu le sommeil. Ils multiplient des nuits blanches afin de réviser et d'être prêts à décrocher le précieux sésame. Cependant, les enseignants mettent en garde contre la saturation de la mémoire et les effets négatifs sur ces candidats durant les jours J de cet examen officiel. Comment mieux préparer son baccalauréat de l'enseignement général? Élément de réponse dans ce reportage que signent François Dikoumet et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Pour beaucoup, l'obtention du baccalauréat reste l'un des moments les plus importants de leur cursus scolaire. Préparer le bac est donc un moment déterminant. Au lycée d'Akwa Douala, nous surprenons des candidats au baccalauréat littéraire, bien attentifs à ce que leur dit M. Aurélien Narcisse Revigné, leur professeur de mathématiques. Puisqu'il n'en a plus beaucoup de temps, ce qu'il faut à l'apprenant maintenant, c'est de traiter des sujets type examen. Parce que généralement, ces sujets type examen, n'est-ce pas, ont tous les exercices qui abordent presque tout le programme, ce que nous avons fait durant les 9 mois de classe. Il n'est pas parfois très indiqué à un apprenant de ne pas dormir à cette période-ci. Parce qu'il peut se retrouver dans cet état-là. La mémoire est surchargée. Donc il faut dormir. Ça libère beaucoup la mémoire et en ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'au moment de composer votre sujet, vous allez avoir tous les ingrédients pour réussir. Message bien reçu par ces candidats qui ont tout de même leur méthode pour réviser les cours. C'est vrai que j'avais envisagé notre méthode donc de lire les cours 3 fois de suite à haute voix, mais j'ai décidé de prendre notre méthode. Je traite maintenant les épreuves de type examen et séquentiel. Je préfère au moins se réviser le matin de 7h ou même à commencer à 8h et je finis à midi et je me repose l'après-midi. D'autres candidats, comme Cindy Betty, poussent la réflexion plus loin. Elle soupçonne, parmi les futures épreuves, des sujets liés à l'actualité. Je me dis qu'un sujet de l'actualité peut venir, étant donné les situations qu'on rencontre au nord-ouest et même à l'extrême nord. À mon avis, un sujet sur la violence peut venir, ou encore le vivre ensemble, puisque c'est un thème qui a circulé tout au long de l'année. Dans les terminales scientifiques, la fièvre des préparatifs du baccalauréat est aussi perceptible. Armand Djoumé Eyamé a hâte d'en finir pour réaliser ses rêves. Après le bac, j'aimais exercer dans la médecine, mais plus précisément la médecine dans le cadre de la police. Parce que vraiment, avec tout ce qui se passe dans ce pays, j'aimais être celui-là qui puisse aider de nombreuses personnes, afin que cela ne puisse plus souffrir. Pour cela, je travaille perpétuellement, je travaille dur et je sais que tout ira pour le mieux. Les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général vont se dérouler dès lundi prochain. Le célèbre producteur et promoteur de la culture et homme d'affaires Jean-Pierre Sarr, qui entame son dernier voyage dans ce monde. Durant sa levée du corps ce jour à la garnison militaire, la famille artistique s'est mobilisée pour lui rendre un dernier hommage. Émotion et consternation étaient visibles sur le visage de ces personnalités du monde artistique qui ont fait le déplacement de la garnison militaire de Douala. Reportage Gladys Sidi. Une constellation de stars et de hautes personnalités réunis à la morgue de la garnison militaire de Douala, c'est pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Sarr. L'émotion est grande, l'ambiance est lourde, c'est dur pour sa famille nucléaire, mais aussi pour sa famille artistique,
dont les membres sont sortis en masse pour rendre un dernier hommage à celui grâce à qui ils ont été révélés aux yeux du monde. Nous remettre entre tes mains. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes fragiles. Parmi les multiples artistes ayant bénéficié du soutien de JPS, il y a le célèbre groupe ivoirien Magic System, dont son leader Assalfo a fait le déplacement pour ses obsèques. De nombreuses personnalités ont aussi fait le déplacement afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Les artistes saluent un grand homme qui aura œuvré jusqu'au bout au rayonnement de la culture camerounaise et africaine. C'est un homme qui aimait les artistes, qui aimait la musique dès son jeune âge. Et quand il a eu les moyens, il s'en est occupé. Et jusqu'à la mort, il aimait être entouré des artistes. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui massivement pour lui dire adieu. Adieu l'artiste. Depuis un mois, on a toujours pensé que ce n'était pas réel, mais aujourd'hui, on se rend compte que, effectivement, Jean-Pierre est décédé. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est juste aller lui rendre hommage, à participer sérieusement à ces obsèques pour que son âme se repose en paix. Nous avons perdu un grand homme, nous avons perdu le patron, je vais dire, je n'ai pas peur de le dire, le patron de la musique camerounaise en tant que producteur. Je parle du Cameroun, mais en fait, ça va au-delà de l'Afrique, au-delà du monde. Donc, un baobab est tombé et nous sommes aujourd'hui des orphelins. Nous sommes consternés, nous sommes abattus parce que nous avons perdu un des piliers de la culture camerounaise. Les mots nous manquent pour exprimer la grandeur et la dimension de celui que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, Jean-Pierre Sarr. Moi particulièrement, il a été producteur de 2 de mes albums. Jean-Pierre Sarr a été froidement assassiné dans la nuit du 31 mars à son domicile à Bonabéry. Il aura marqué son temps à travers ses multiples œuvres en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant que grand promoteur de la culture. Il sera inhumé samedi 25 mai dans son village natal à Bangoulap par Banganté. Et l'abbé Richard Bouta, qui repose désormais au cimetière de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Il a été conduit à cette dernière demeure après un culte auquel ont pris part des milliers de personnes, des personnalités religieuses et d'autres autorités administratives. Il est décédé à Douala le 7 mai dernier. Xavier Foka, Dallas Kana et bien sûr Georges Mitterrand-Dame. Des milliers de personnes ont convergé ce 22 mai à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, où l'émotion et la tristesse restent visibles sur les visages, pour rendre un dernier hommage à l'abbé Richard Bouta. Il avait un franc-parler et quand il faisait son homélie, c'était comme s'il insultait les gens, mais non, il voulait que les gens comprennent la chose de Dieu. C'est pour cela que je l'aimais beaucoup et j'ai beaucoup pleuré pour lui. La présence du gouverneur de la région du littoral, du cardinal Christian Toumi et des centaines d'évêques et prêtres venus de tous les coins du pays témoigne de la grandeur de l'événement et surtout de l'homme. Cet arc-en-ciel entourant le soleil au-dessus de la cathédrale juste avant le début de la procession du clergé est un signe fort venu du ciel, un moment de vive émotion. La fin de la procession du clergé marque le début effectif de l'office des défunts et surtout de la messe d'enterrement présidée par Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala. Au menu, la prière pour le défunt, les hymnes, la lecture liturgique issue de la lettre des apôtres aux Romains, les oraisons. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'homélie et même après, les témoignages sont élogieux sur la vie de l'homme en tant que citoyen au-delà de sa vie religieuse. Le clergé qu'il a vu à l'œuvre pendant 2 décennies de service est unanime sur sa qualité de serviteur de Dieu. C'est un prêtre qui a rempli sa mission. Il a été appelé pour servir en présence de Dieu. Et il s'est efforcé du mieux qu'il a pu de le faire. On peut dire aujourd'hui que son maître lui dit « Viens, entre dans la joie de ton maître ». La volonté de Dieu ainsi accomplie, il ne reste plus que des prières pour le repos éternel de son âme. Voilà, prions pour lui, prions pour tous les autres prêtres. Nous prions pour lui, pour notre prêtre qui nous a quittés. Que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Alors que l'Église entière conduit l'abbé Richard Bouta à sa dernière demeure et qui aura accompli sa mission sur terre, les autres doivent veiller
et surtout servir comme modèle. Les autres prêtres, mais eux aussi qu'ils se préparent à la mort, parce que c'est notre chemin à tous, qu'ils prient, qu'on soit toujours prêts, c'est ce que le Seigneur nous demande. Quand on accepte d'être prêtre, configuré à la triple dimension du Christ, pauvre, chaste et obéissant. L'on ne peut s'empêcher de couler des larmes lorsque le cortège funèbre prend la voie de sortie et surtout la direction du cimetière de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. La veille déjà, la paroisse Sainte-Monique de Makepe avait accueilli la grande veillée mortuaire. La pluie qui s'était abattue sur la ville de Douala n'avait pas empêché des milliers de fidèles, des hautes personnalités, des amis proches de venir rendre un dernier hommage à l'abbé Pierre Mbouta qui laisse un grand vide. C'est une peine qu'il nous fallait effectivement prendre pour rendre à Père Richard l'hommage qui lui était dû. Il nous était particulièrement cher dans le groupe et aucune peine ne suffira à nous empêcher de le faire. Ça n'a pas été évident, partir de Yaoundé, partir d'un peu plus loin, d'être là déjà à la mise en bière et d'être là de nouveau ici et de continuer d'être là. De toutes les façons, nous le devons au Père et c'est avec plaisir que nous le faisons. Né à Bana le 25 septembre 1963 et après 22 ans de sacerdoce au service de l'Église, l'abbé Richard Mbouta décède à Douala le 7 mai 2019. Il repose désormais pour l'éternité dans ce caveau au cimetière de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Un public reportage dans ce journal, l'Institut universitaire La Salle a organisé une série de conférences et d'activités pour promouvoir ces formations pointues et de qualité offertes dans son établissement. Reportage. Les Lassaliens du Cameroun ont fait écho à ceux du monde pour célébrer la clôture de l'année jubilaire du tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur de la congrégation des frères et écoles chrétiennes et les noces de frères. L'historique célébration qui s'étend sur toute une année a commencé le 17 novembre 2018 et compte s'achever le 31 décembre 2019. Occasion pour les élèves, éducateurs, formateurs, frères de cette grande famille chrétienne et éducative de se réunir tel un seul homme pour porter très haut l'idéologie de celui qui le 15 mai 1950 a été reconnu saint patron des éducateurs. C'est la joie immense qui anime tous les frères, tous les Lassaliens, toute la communauté éducative lassalienne ici à Douala. Nous sommes très heureux de célébrer cette action de grâce pour notre saint fondateur qui nous a laissé un grand héritage. Pour ce faire, des activités de la fête patronale édition 2019 se sont déroulées à Douala sur 2 jours. Avec le lancement le 17 mai dernier des hostilités. Tout commencera par une mise en place exceptionnelle et un grand lancement au collège de La Salle, suivi d'une conférence débat au gymnase du même établissement. Conférence menée par le frère Emmanuel Boua, qui a su entretenir les participants sur la culture des vocations lassaliennes. Au cours de cette rencontre, nous avions pour mission de réfléchir sur notre propre mission, notre propre vocation de lassalien. Et quand je parle de Lassalien, il s'agit de tous les partenaires, de tous les acteurs, élèves, apprenants, étudiants, enseignants, membres de l'administration, et y compris des frères qui sont dans les structures de la salle. Au cours de cette conférence, le frère Emmanuel va insister sur les valeurs propres aux Lassaliens. Nous qui sommes Lassaliens avions l'obligation de créer un climat favorable, incarner des valeurs qui vont attirer les plus jeunes. Nous sommes appelés à vivre d'abord les valeurs lassaliennes. Ensuite, les élèves de l'établissement se sont rendus à la kermesse organisée au sein de leur campus, profitant des nombreux jeux de société installés, des stands gastronomiques et de la bonne musique.
Activité dirigée de main de maître par leurs propres camarades de classe. Le lendemain, toujours au sein du collège de la Salle à Douala, ce fut le tour d'une messe pontificale, célébrée par son Excellence, Monseigneur Samuel Cléda, avec en toile de fond la liturgie de la parole, l'administration des sacrements de confirmation, le jubilé et la célébration des noces des frères. Cette fois, en plus des Lassaliens, les familles ont répondu présent, se mêlant aux autres pour partager la paix du Christ. Au terme de la cérémonie, Monseigneur Samuel Cléda est revenu sur le sens véritable de l'éducation. Est-ce qu'il est possible de laisser nos enfants à eux tous seuls face à tout ce qui se passe aujourd'hui? Un exemple avec l'Internet. Non, il faudrait donner une éducation, une formation qui puisse orienter les enfants, qui puisse leur faire connaître les vraies valeurs de la vie. Une formation telle que dispensée par les instituts des frères des écoles chrétiennes dans le monde et en Afrique. C'est sur une note d'unité et de paix que chacun regagnera son domicile. Nous devons garder notre paix, nous devons garder notre sérénité, surtout croire en Jésus-Christ. C'est le message que nos pasteurs, le cardinal archevêque de Douala, prêchent toujours. Nous devons garder notre unité et la paix. La présence lassalienne en Afrique, c'est près de 23 pays couverts pour un total de 100 écoles, soit 68 077 élèves et pas moins de 4 222 enseignants pour des résultats exceptionnels. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Assassinat du nourrisson de Mouyouka, le géniteur continue de tenir pour responsable les forces de défense et de sécurité. Vous l'avez suivi, contredire les circonstances telles que relatées par le porte-parole du gouvernement, alors que le ministre de la Communication affirme que c'est un ancien membre des groupes séparatistes reconvertis. Lui, il fait savoir qu'il a travaillé dans les plantations de la CDC, ne se reconnaît pas comme faisant partie de ces groupes armés terroristes, et lui qui souhaite également que les auteurs de l'assassinat de son enfant soient punis selon les règles du Seigneur. Et jusqu'ici, aucune autopsie officielle n'a été faite pour connaître les circonstances de ce drame, et également le type d'armes utilisées durant le meurtre de cet enfant. Voilà, madame, monsieur, ce sera donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Nous serons là demain, 20h. Voilà, dans un instant, la suite d'Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.